Un nouveau vainqueur de Grand Prix italien en Formule 1. On va revenir sur cette première victoire en Grand Prix de Kimi Antonelli. Bienvenue dans Lights Out. On va débriefer ce Grand Prix de Chine. Comme d'habitude, je suis avec Baptiste et Quentin pour débriefer. Salut Baptiste. Salut Raphaël, comment ça va? Ça va et toi? Au top, hein. Et Quentin, comment tu vas? Ça va et toi très bien Raphaël, salut Baptiste. Salut Quentin. Bon les gars, on a assisté à un super Grand Prix. Quel régal. Et un très bon Au week-end top. dans l'ensemble, Un on va bonheur. dire. Première victoire en Grand Prix pour Kimi Antonelli. On a vu ça, on a vu des batailles très intéressantes. On va y revenir, notamment entre les Ferrari, entre Alpine et Haas, pour ne citer qu'elle. On va revenir là-dessus, mais vraiment l'information principale, c'est donc cette première victoire en Grand Prix pour Kimi Antonelli. Deuxième plus jeune pilote de l'histoire à remporter un Grand Prix derrière Sébastien Vettel ou Max Verstappen? Max Verstappen pardon. en Espagne en C'est 2016. c'est la pole position dont il devient le plus jeune pilote à décrocher une pole position devant Sébastien Vettel justement. Première victoire en Grand Prix. Quentin, qu'est-ce que tu as pensé de la performance du pilote italien sur le week-end? Franchement, je trouve que sur l'entièreté du week-end, Antonelli s'est montré plutôt impressionnant, surtout pour son jeune âge. Au début, oui, certes, George Russell, lui, pâtit de certaines déconvenues mécaniques. Maintenant, Kimi Antonelli est resté solide, consistant, et franchement, hormis une petite erreur sur la fin de Grand Prix, il a été simplement impressionnant, surtout considérant que c'est seulement sa deuxième saison de F1. Franchement, c'est un exploit, en somme, que nous a proposé le pilote italien, qui, oui, reprend un record à Sébastien Vettel et à Max Verstappen, sauf erreur, rien que ça. Non, Donc, Max c'est Verstappen, du coup, franchement il est juste derrière. Il est le deuxième plus jeune à remporter un Grand Prix. Mais oui, en effet, il bat le record de Sébastien Vettel en ce qui concerne la pole position. Tu parles de l'erreur de Kimi Antonelli, c'est intéressant parce que justement, j'allais vous lancer là-dessus un petit peu plus tard, mais puisque tu l'abordes, on va aller dessus tout de suite. Baptiste, est-ce qu'il faut quand même en parler de cette erreur? Parce que là, elle passe inaperçue, sans conséquence, mais qu'est-ce que ça traduit au final? Est-ce que un peu de pression quand même sur la fin? Ou est-ce que c'est vraiment très très anecdotique? Moi, j'ai pas forcément vu ça comme de la pression. J'ai vu ça peut-être un petit peu plus comme du relâchement parce qu'il avait quand même une avance assez confortable sur George Russell et Lewis Hamilton qui étaient derrière lui à un petit peu plus de 10 secondes. Mais c'est pas l'erreur que je retiens du week-end du côté de Kimi Antonelli, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, Moi, mais l'erreur que je retiens, c'est quand même je voulais le celle. pointer quand même. C'est quand même celle de la course sprint où il satellise Hadjar. Ça, c'est quand même une grossière erreur. Et Ouais. même s'il est encore jeune, que c'est que sa deuxième saison en F1, c'est des erreurs qu'il ne doit plus faire, et d'autant plus dans un top team. Et on a déjà vu des pilotes assez comment dire, dociles avec lui lorsqu'il il faisait des erreurs avec d'autres pilotes. Là, on a vu Isaac Hadjar qui n'était pas du tout de cet avis-là, qui l'a un peu envoyé bouler quand il est venu s'excuser après Même la pas course. un peu, il l'a envoyé bouler. Il l'a envoyé bouler, clairement. Et oui, ce sont des erreurs que Kimi Antonelli ne doit plus faire maintenant qu'il est dans sa deuxième saison avec Mercedes. C'est la saison de la confirmation. On a vu l'année dernière qu'il était au niveau. Maintenant, il doit confirmer cette année. Et alors, il s'est rattrapé du coup de son erreur en course sprint avec cette belle victoire, cette super victoire pour Mercedes. La première victoire italienne depuis 20 ans, hein, et Giancarlo Fisichella en 2006. Donc voilà, c'est pas le week-end, c'est le week-end presque parfait, mais il y a encore quelques petites erreurs à corriger du côté de l'Italien. Quentin, justement, qu'est-ce que tu retiens comme enseignement du côté d'Antonelli sur ce week-end? Est-ce que c'est justement, on va dire, cette fébrilité encore qui l'amène à faire une ou deux erreurs sur le week-end? C'est l'opportunisme dont il a fait preuve, notamment en qualification pour aller décrocher la pole, puisque, comme l'a dit Baptiste, il y avait ce petit problème technique pour George Russell qui l'a empêché de faire plus de tours en qualif? Ou est-ce que c'est on va dire, la bonne gestion dans la course? Tu retiens quoi, toi, pour Kimi sur ce week-end? Honnêtement, non, comme je l'ai dit précédemment, sa régularité, comme tu l'as dit Raphaël, à l'instant, il saisit aussi les opportunités. C'est aussi ce qui marque les très bons pilotes comme ça. Son coéquipier était un peu plus en retrait pour des facteurs extérieurs et ou pas, après tout. Et non, il a su bien se positionner, bien délivrer la performance au bon moment. Très bonne gestion de batterie et pneumatique sur la phase qualif. Après la course, on l'ignore toujours un petit peu. Non, très bien en tout cas. Je retiens un pilote qui nous a montré de très belles choses et qui annonce encore une suite de saisons d'autant plus agréable.
C'est celui qui a profité le plus de l'intervention de la virtual safety car. De la safety car. Safety car, j'avais un Tout doute. simplement. De la safety car, puisqu'il ressort tout de même premier après son arrêt au stand. Il y a les pilotes retardataires entre lui et George Russell. Mais du coup, ça lui permet aussi d'être un petit peu tranquille à ce moment-là, puisqu'il a derrière lui des pilotes qui sont sur des pneus usés. Donc il sait que George Russell va devoir un petit peu batailler pour remonter. Et ça lui a facilité la tâche, disons, mais en effet, il n'a pas non plus profité que d'événements extérieurs positifs pour lui. Il a su gérer complètement sa course. Ouais, c'est vrai que du coup, il y a cette safety car effectivement déclenchée par Lance Stroll qui a une panne mécanique pour changer du côté d'Aston Martin, une panne mécanique au 10e tour. Et donc, effectivement, il parvient à rentrer au stand et profiter de cette safety car. Et effectivement, il y a Colapinto Franco Colapinto et Esteban Ocon derrière lui qui ont fait le choix de ne pas s'arrêter pour grimper des positions dans le peloton. Et donc, effectivement, il était un petit peu couvert, si on peut dire ainsi, par Franco Colapinto et Esteban Ocon à la relance. Puisque derrière les autres pilotes de tête qui avaient changé des pneus, en l'occurrence Lewis Hamilton et George Russell, se sont retrouvés quelque peu coincés derrière du coup Colapinto et Ocon à la relance. Et donc c'est vrai que ça a permis à Antonelli de s'envoler. Non, mais sinon voilà, c'est vrai que il a eu une gestion de course assez bonne. Voilà, il y a eu la petite erreur à la fin, mais non, c'est peut-être la course référence pour Kimi Antonelli, pour qu'il puisse en gagner d'autres à l'avenir. Course référence, ça je sais pas. En tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que ça va encore une fois grandement le soulager. C'est comme à chaque fois pour un pilote de Formule 1, remporter son Grand Prix, c'est une étape. C'est souvent ce qu'on entend. Ils en veulent beaucoup plus derrière. Week-end référence, je sais pas, en effet, parce qu'encore une fois, il y a ces deux erreurs en sprint et en Grand Prix. Donc, j'irai pas jusqu'à le qualifier de week-end référence. Très bon week-end de Kimi Antonelli, encore une fois, très solide. Surtout que. En tout cas, il va pouvoir s'appuyer là-dessus pour la suite. C'est clair. Après ce qui s'était passé en Australie en essai libre 3 où il avait ressenti beaucoup de stress puisqu'il avait complètement éclaté sa monoplace, il avait besoin en fait d'une constance sur le week-end, d'un gros week-end complet, solide, et ça a été plus que ça puisqu'il est allé chercher sa première victoire en Formule 1. Derrière lui, George Russell, deuxième, et puis les deux Ferrari en embuscade. Alors ce sont les mêmes 4 premiers à l'arrivée du Grand Prix que sur le Grand Prix d'Australie, juste pas dans le même ordre, puisque les Mercedes ont inversé les positions et les Ferrari également, donc avec un George Russell deuxième, un Lewis Hamilton troisième et un Charles Leclerc quatrième. On parle des Ferrari justement parce que au-delà de la compétitivité qu'elles peuvent apporter face aux Mercedes, elles nous ont aussi offert de superbes batailles pendant le Grand Prix. Quentin, je sais que tu t'es régalé comme nous devant ton écran. Lewis Hamilton et Charles Leclerc, qu'est-ce que c'était beau, non ? Ah mais franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et pour ajouter à ça, je ne sais pas si vous avez vu les on-board de Charles Leclerc qui sont parus après la course, là, la vision casque. Oui, bien sûr. Mais l'intensité, en fait, c'est ça qu'on aime. C'est la bataille, c'est la Formule 1, c'est le... Non, c'est... La F1 à son prime. Honnêtement, c'était de très belles manœuvres de pilotes confiants qui savent ce qu'ils font, malgré apparemment petit contact qui arrive. Voilà, petit coup de roue. Non, ça fait très plaisir à voir. Pas de consigne d'équipe pour l'instant. Normal, il est encore très tôt au championnat et 2 pilotes qui savent ce qu'ils font dans les règles de l'art. On a aimé, franchement, je pense que ça faisait plaisir et qui se concrétise en plus par le premier podium en rouge de Lewis Hamilton. Évidemment, ça c'est la deuxième information du week-end, le premier podium de Lewis Hamilton avec Ferrari. Baptiste, juste avant de parler du podium, tu parlais des consignes d'équipe. On a eu Fred Vasseur qui après la course justement a dit que tant qu'il se touche pas, on est bon, je laisse courir. Non, et puis il sait qu'il a des pilotes extrêmement intelligents, matures, qui ont une intelligence de course que peu de pilotes ont sur la grille. Alors c'est vrai qu'ils nous ont fait peur plus d'une fois quand même, je pense notamment dans ce virage 1 interminable où on les voyait roue contre roue, on se disait mais c'est pas possible. Moi j'ai vraiment eu peur plus d'une fois qu'on se retrouve avec un aileron avant cassé ou des pontons complètement détruits. Mais non, franchement, c'était impressionnant. Moi qui ai été assez critique sur la première course, sur le règlement, sur le fait que les voitures pouvaient se dépasser et se redédoubler trop facilement. Honnêtement, j'ai totalement oublié cet aspect-là dimanche et je me suis régalé. J'ai juste profité en fait de la bataille exceptionnelle entre les deux hommes. Il y avait George Russell aussi qui était venu se mêler à la bagarre. Et j'ai juste adoré cette course et notamment cette bataille. Et merci à eux de faire le spectacle parce que je pense que s'ils n'avaient pas été auteurs de cette bataille magnifique, on serait peut-être un petit peu plus ennuyé dimanche devant notre télé.
Oui, il y a eu d'autres facteurs pour nous éveiller aussi quand même malgré tout dans le Grand Prix, mais c'est vrai qu'ils nous ont offert une bataille exceptionnelle et j'allais vous poser la question justement à savoir si vous aviez pris peut-être plus de plaisir que sur le Grand Prix d'Australie, parce que moi mon regard c'est encore une fois que j'ai adoré, je suis désolé, la nouvelle réglementation fait beaucoup de débats, mais moi j'ai du spectacle en course et c'est un petit peu tout ce que je demande on va dire, c'est très réducteur de ma pensée, c'est réduire énormément ma pensée que de dire ça juste, mais c'est une info. Donc Quentin par exemple, euh, t'as pris aussi énormément de plaisir, j'imagine, mais t'en penses quoi au final? Parce que les voitures se suivent beaucoup plus facilement et c'est ce qui était recherché. Ouais, tout à fait. Clairement, on en parlait la semaine dernière, dans le débrief du Grand Prix d'Australie. Les voitures ont l'air de pas trop souffrir jusqu'ici du dirty air, ni d'une surchauffe automatique. Alors, on avait un peu plus de difficultés, surtout en sprint, ici à Shanghai. Néanmoins, la réglementation a l'air de très bien fonctionner sur ce point. Ça reste un plaisir. Les pilotes peuvent se suivre pendant plusieurs tours, batailler, attaquer, sans souffrir de déconvenues majeures, contrairement à l'année passée où, au bout de 3 virages d'attaque, les pneumatiques étaient en surchauffe et le pilote devait abandonner pour le reste de la course. Non, non, clairement, cette réglementation controversée marche beaucoup mieux, en tout cas sur les batailles en piste, permettent de belles actions. D'ailleurs, même les pilotes se sont amusés à dire qu'ils avaient pris un plaisir fou dans ces batailles, à tous les niveaux. Donc très clairement, non, on est sur un bilan très positif jusque-là. Très positif, donc du coup qui permet à Lewis Hamilton là, sur ce Grand Prix de récupérer son premier podium du coup avec Ferrari. Il l'attendait, Baptiste, on avait eu une victoire en sprint l'année dernière, ici même à Shanghai. Mais là, cette année, c'est différent. Ouais, Premier podium, sensation différente. Et puis ça n'a pas la même saveur. Une victoire en course au sprint, certes, c'est important, ça rapporte des points, mais ça n'a évidemment pas du tout le goût d'un podium ou d'une victoire en Grand Prix. Et ouais, ça fait plaisir. Surtout, tu te rends compte que Lewis Hamilton a 42 ans maintenant, c'est ça? Si je dis pas de De tête, bêtises. j'aurais pas. Mais 41, je 41 crois. ou 42 ans, eh ben, il a encore la fougue et la vitesse d'un pilote de 20 ans, quoi. Quand tu vois son départ, il fait un départ absolument exceptionnel. Il part troisième et encore une fois, la Ferrari est bel et bien la meilleure monoplace du plateau sur les départs et il se retrouve en tête. Et puis la bataille ensuite avec Charles. Et puis aussi, je me souviens aussi de la bataille avec Russell au moment de la relance de la safety car. Il est impressionnant, honnêtement. Il garde une vitesse et une bravoure assez phénoménale. Donc ça fait plaisir pour tous ceux qui pensaient que Lewis Hamilton était peut-être fini après sa saison assez cataclysmique la saison dernière. C'est vrai que il y avait certains signes, notamment de la lassitude, de grosse lassitude mentale de son côté, qui pouvaient laisser penser que bon bah voilà, il était passé de l'autre côté de la colline. Et ben non, pas du tout, pas encore en tout cas. Il est encore là, il a l'écro et j'espère vraiment, en tout cas c'est bien parti pour. J'espère vraiment qu'il va faire le spectacle tout au long de la saison. Pourquoi pas jouer le titre, même si je vais pas m'enflammer non plus. Mais ouais, c'est sûr que j'ai envie de le voir continuer d'attaquer, faire les podiums et puis décrocher enfin sa première victoire, vraie victoire en Grand Prix avec Ferrari. C'est vrai qu'on n'a pas encore de victoire sur ces deux premiers Grands Prix chez Ferrari, mais Quentin, tout de même, on observe énormément de sourires du côté des pilotes, du côté du staff Ouais. chez Ferrari. C'est une ambiance complètement différente de l'année dernière. Ah bah tout à fait, on voit clairement une grande différence, surtout du côté du pilote britannique. On avait une ambiance, pour pas dire un peu plombante, hein, l'an passé, des mots très durs prononcés à plusieurs reprises, des visages renfermés. Là, c'est l'opposé. Le staff, les mécanos, les managers, les pilotes, tout le monde est souriant, heureux du comportement de la voiture, des évolutions de la performance et surtout de la gestion en piste. Donc, un début de saison très très positif pour l'écurie au cheval cabré et en espérant qu'on maintienne le cap, sachant que plusieurs améliorations majeures sont prévues, notamment côté moteur, si j'ai bien cru comprendre ça. Donc, dans l'objectif de combler leur gap sur l'écurie des Flèches d'Argent, qui sont très performantes aussi cette année. Moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, Quentin. Ça concerne les pilotes, et donc on parlait de cette nouvelle réglementation qui offre peut-être plus de possibilités de bataille. Est-ce qu'on va pas justement avoir un accent mis sur le talent des pilotes cette saison? Je m'explique. Dans le sens où, comme on a des monoplaces qui peuvent se suivre plus facilement, la moindre erreur du pilote va peut-être plus se remarquer lors d'une bataille, là où les saisons précédentes, on pouvait mettre sur le dos de la monoplace le fait qu'au bout de quelques tours, en effet, les monoplaces ne se suivaient plus. Est-ce que là, on va pas avoir un rôle plus important pour le pilote lors des batailles, justement? Alors, je pense que pour répondre à ça, je vais nuancer un peu mon propos en deux parties. La première, c'est que j'ai envie de dire oui.
dans le sens où si les voitures peuvent plus se suivre et les pilotes ont plus le temps de mettre en place leur stratégie d'attaque, effectivement, le talent individuel sera remercié et amplifié grâce à cette réglementation. Maintenant, le deuxième, c'est qu'on manque toujours cruellement d'informations sur la façon dont se déroulent les batailles sur un plan technique. Gestion notamment de cette batterie qui est responsable de 50% de la puissance. On n'a toujours pas beaucoup sur les on-board, on n'a pas une grande impression d'efficacité de l'aéroactive, ni du mode de boost ou encore overtake, même si Charles Leclerc avait comparé à un champignon dans Mario Kart. Vu que tout le monde l'a, il nous manque encore beaucoup d'informations pour savoir si un pilote est vraiment avantagé par son talent individuel ou les qualités techniques de sa monoplace. Ouais, et puis pour compléter les propos de Quentin, il y a, du coup, c'est vrai que cette question du déploiement de l'énergie, et donc c'est aussi non seulement quel pilote ira le plus vite, mais quel pilote gérera le mieux son déploiement d'énergie, quel pilote utilisera son énergie au moment les plus opportuns. Et c'est vrai qu'on l'a vu notamment, je pense notamment en début de course, à un moment où George Russell était derrière Lewis Hamilton, où il déploie énormément d'énergie et il le dépose dans la ligne droite de départ-arrivée. Et là, c'est clairement pas une question de talent de pilote ou de vitesse pure, c'est juste lequel utilise le plus d'énergie. Et là, en l'occurrence, c'était George Russell. Et c'était pas une question de talent, de comme quoi George Russell est plus talentueux que Lewis Hamilton. Donc, le talent, oui, on le verra dans les batailles, mais ce sera pas que le talent qui déterminera le classement à l'arrivée, quoi. Il y aura l'énergie qui, alors, ce sera une bonne nouvelle ou une mauvaise pour d'autres, mais qui jouera un rôle essentiel là-dedans. Oui, et puis il y en a qui ont l'air de bien s'en sortir avec cette nouvelle réglementation, cette gestion de l'énergie, ce nouveau package qui est amené. Alpine et Haas, c'est quand même une sacrée bonne surprise cette saison. Dans le sens où on avait des essais qui pouvaient nous laisser entrevoir certaines choses, mais encore une fois, on était sûr de rien. Mais Alpine et Haas, en tout cas sur ce week-end, sur cette course, c'est exceptionnel. Quentin, on a eu une bataille à 4, même à 5 quand Max Verstappen s'est joint à la fête, entre les Haas, les Alpines et donc une des Red Bull. C'était du plaisir. Et c'était du plaisir, surtout que la première réflexion, je pense que quand tout le monde a vu quelles étaient les parties prenantes de la bataille et surtout leur position au classement, tout le monde a dit mais qu'est-ce qu'ils font là, tous autant qu'ils sont. C'était assez incroyable, je pense qu'on ne s'attendait pas à ce niveau de performance de ces différentes écuries. Et malgré tout, c'est resté clean, des belles batailles, grosse intensité aussi. Ça partait dans tous les sens, la moindre erreur pouvait coûter à n'importe quel pilote de perdre 3 positions. Non, c'était un événement inattendu et très bienvenu, surtout pour enchaîner sur ta question précédente sur l'avantage technique ou pas des voitures. Je pense qu'on voit des batailles aussi différentes quand ce sont deux pilotes d'une même écurie, où le talent est plus mis en exergue, que là où ce sont des pilotes d'écuries différentes, où quand même on peut voir des légères différences techniques dans ces batailles. Donc franchement, très sympa. Plus un Max Verstappen qui remontait avec une monoplace manifestement compliquée ce week-end. C'était un très bon moment de Grand Prix à suivre qui en a surpris et amusé plus d'un. Ouais, puis juste pour rebondir sur la bataille Alpine-Haas, tu disais que ça pouvait mal finir, et justement ça a mal fini puisqu'on a eu la fameuse collision entre Franco Colapinto et Esteban Ocon. Malheureusement, dommage. Avant ça, c'était quand même de toute beauté. Mais c'est vrai qu'on a eu une bataille fabuleuse. C'est vrai qu'après la relance de la safety car, une fois que Hamilton et George Russell avaient dépassé Franco Colapinto, on avait Colapinto 5ème, Birman 6ème, Ocon 7ème, Gasly 8ème, et effectivement Max Verstappen 9ème. Et les 5 se tenaient en même pas 500 mètres, quoi. C'était assez exceptionnel. Celui qui s'en est le mieux sorti et celui qui réalise peut-être le meilleur début de saison, c'est Oliver Berman. 5ème place décrochée en Grand Prix, 8ème place en sprint, donc le point de la 8ème place, et une 7ème place en Australie. Il réalise un début de saison canon, le pilote britannique, au volant de sa Haas. C'est assez exceptionnel. Devant les pilotes McLaren au classement constructeur, mais bon, enfin au classement pilote, pardon. Mais parce que les McLaren n'ont pas pris le départ. Mais Oliver Berman, ça peut être une sacrée bonne surprise. Enfin, pas surprise, mais une sacrée performance cette saison, Baptiste. Il est sur sa lancée de son excellente deuxième partie de saison 2025. Je crois que c'est son deuxième meilleur résultat en carrière, après le Grand Prix du Mexique. Ouais, après sa 4ème place. Voilà, 4ème place. Il avait été un petit peu sauvé par la Virtual Safety Car à l'époque, mais il avait fait un très très beau Grand Prix. Et impressionnant. Berman qui confirme tous les espoirs placés chez lui, en lui par Haas depuis le début.
Et moi, il y a deux choses quand je vois ça. Je me dis, bah, il se place, mine de rien, pour un baquet Ferrari à l'avenir, parce qu'on rappelle que c'est un pilote issu de l'académie Ferrari, et que Hamilton, bon, bah, il n'est pas non plus éternel, il ne sera pas éternel en Formule 1. Et puis surtout, bah, moi je pense surtout à Esteban Ocon, parce que là où Oliver Biermann performe et régulièrement dans les points, se qualifie toujours en Q3, bah, Esteban Ocon il est en grande difficulté. Il est donc très souvent battu par Biermann en qualification. Et en course, bah, il ne parvient pas à remonter. Et donc, je commence à être assez inquiet pour Esteban Ocon. Tu me fais une excellente transition parce que c'était justement le point que je voulais aborder avec toi, Quentin, en suivant. Ocon, il est peut-être en train de jouer sa carrière en F1 en fait cette saison. Pas qu'un peu. Hein. Pas qu'un peu, parce qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Ayao Komatsu l'a rappelé avant le début de saison en Australie. Si cette saison il continue de se faire battre par son coéquipier Biermann, qui était un rookie l'année dernière, il va falloir commencer à se poser les bonnes questions. C'est dangereux pour Esteban Ocon. Très clairement, oui, on est sur là 2 saisons assez compliquées depuis allez, on va dire, la fin du contrat Alpine, le début de la saison chez Haas l'an passé. Il avait l'avantage de l'expérience, néanmoins, une adaptation qui se fait manifestement moins bien que Oli Biermann au sein de l'écurie américaine. Des résultats un peu en deçà, même si on sait qu'Oli Biermann n'est pas un pilote du dimanche non plus, c'est un très bon pilote. Ouais, c'est la seule partie qui m'embête, parce que j'aime voir Oli Biermann performer, mais c'est au détriment de notre Esteban national, donc j'y vois forcément ça d'un peu d'un mauvais œil. Néanmoins, ouais, c'est vrai que ça commence à être compliqué là pour Ocon, qui pour une des premières fois de sa carrière, selon moi, depuis que je le suis en 2017, quand il était chez Force India, je le vois un peu dans un passage à vide et qui souffre la comparaison de son coéquipier. Il souffre de la comparaison, tu dis, et surtout, il s'illustre de la plus mauvaise des manières, dans le sens où il y a cet accrochage avec Colapinto qui ne va forcément pas l'aider, Baptiste. Quand on joue justement son baquet, enfin, parce que c'est ce dont il est question cette saison pour Esteban Ocon, c'est pas les bons signaux qu'on envoie à son équipe. Puis je pense que c'est surtout signe d'une certaine nervosité, d'une certaine d'un certain manque de confiance peut-être actuel traversé par Esteban Ocon, parce que je pense pas qu'il aurait tenté ce dépassement s'il était dans une fenêtre de confiance optimale, on va dire. Et ouais, on l'a vu, il a tapé de son casque de rage juste après l'accrochage, parce que il voyait bien, et d'ailleurs il a tout de suite reconnu cet or à la radio. Ouais, ça commence à m'inquiéter. Après, voilà, on est que 2 Grands Prix cette saison. Il y a de la performance dans cette As, donc il aura sans doute d'autres occasions de rentrer dans les points. Et moi, je voudrais surtout pointer le doigt sur les qualifs, parce que Esteban Ocon est un pilote qui, ces dernières années, a souvent eu du mal à se hisser en Q3. Déjà chez Alpine, où Pierre Gasly le battait assez régulièrement. Et il se retrouve du coup à devoir tenter des stratégies assez audacieuses pour remonter le dimanche en partant de la 12, 13, 14e place. Et si l'exercice de la qualification était un petit peu plus abouti du côté du français le samedi, et ben on n'aurait pas besoin de tenter des stratégies audacieuses le dimanche et des dépassements audacieux, on va dire. Très bonne remarque sur la performance d'Esteban Ocon en qualification. On a de l'autre côté, toujours en Normandie, un autre Français qui s'en sort bien mieux, notamment dans l'exercice de la qualification. C'est Pierre Gasly. Pierre Gasly qualifié 2 fois 7ème sur le week-end, donc pour la sprint et pour la course principale. Il est là le Pierrot. Il est là le Pierrot en effet, et même au résultat de la course, c'est une excellente performance encore de la part de Pierre Gasly. Quentin, il nous a régalé Pierre, contrairement en Australie où ça a été un petit peu plus compliqué, même si tout ne venait pas de lui. Là en Chine, ça allait beaucoup mieux ce week-end. Ah, franchement, Pierre nous a sorti sa recette. Ça me rappelle quand il était chez AlphaTauri et qu'il arrivait à Bahreïn à se qualifier P5 et faire une excellente course derrière, ramener de gros points. Là, c'est pareil. Une grosse performance de la part de notre homologue français. Clairement, des choses qui font plaisir à voir, surtout dans une Alpine qu'on pensait poussive aux essais hivernaux et en Australie. Non, clairement, c'est une masterclass de bout en bout. On ne s'y attendait pas et c'est pour notre plus grand plaisir qu'on voit ça. C'est très bon signe et très bon augure pour la suite de la saison et on espère le revoir sur ses hautes marches au classement. Et à côté de ça, il y a son coéquipier, dont Franco Colapinto, qui malgré l'accrochage et la perte de temps avec Esteban Ocon, termine 10e de ce Grand Prix. Ce sont les premiers points de Franco Colapinto depuis plus d'1 an. Donc depuis son arrivée, les premiers points de Franco Colapinto chez Alpine.
Et ce sont surtout les premiers doubles points pour Alpine depuis quand, messieurs? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'était la dernière fois qu'Alpine a inscrit ses 2 pilotes dans les points? Alors j'avoue, moi, comme j'ai préparé l'émission quand même avant de venir, Alors attends, je connais la réponse. est-ce que Donc je vais Quentin, laisser tu l'as? Quentin deviner. Quentin, est-ce que tu l'as? Alors, de quand c'était pas Brésil 2024? Si, exactement. oui, La dernière bravo. fois que les 2 Alpines ont été dans les points, du coup, c'était ce résultat exceptionnel avec Esteban Ocon, 2e, et Pierre Gasly, 3e au Brésil. Ce podium improbable quand même. Voilà, et c'est donc du coup aussi Quand on y le, repense. le meilleur résultat de Pierre Gasly là, depuis plus d'un an également. Voilà, donc c'est pour souligner le gros aussi passage à vide qu'a eu Alpine la saison dernière et tout ce qu'on peut espérer pour eux cette saison. À voir s'ils arriveront à tirer le maximum de la monoplace maintenant. Elle est pas mal née. Elle est, on va dire, bien née. Maintenant, il va falloir la développer. C'est un exercice dans lequel d'autres écuries ont beaucoup plus de mal. Je pense à Aston Martin, qu'on a vu en 2023 tirer sa monoplace vers le bas et qui, de saison en saison, n'a jamais réussi à redresser la barre. Et cette saison, avec une monoplace mal née, avec des problèmes sur le bloc moteur, la fabrication de leurs propres pièces, j'ai beaucoup de mal à voir comment Aston Martin peut redresser la barre cette saison. Baptiste, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas très, on n'a pas un ciel dégagé pour Aston Martin. Ah bah bien sûr que non, puisqu'on a eu 2 courses pour le moment. Et aucune des Aston Martin n'a vu l'arrivée du Grand Prix. Là, encore une fois, ce week-end, on a du coup Lance Stroll, on l'a dit tout à l'heure, qui a abandonné au 10e tour à cause d'une panne mécanique. Et on a eu Fernando Alonso qui a dû abandonner, alors je n'ai plus le tour en tête. Si, bien sûr, c'était au. Non, j'ai même plus le tour en Non, tête. bah, moi je l'aurais C'est pas, je grave. l'aurais pas de tête non plus, hein, je ne l'aurais pas. Donc, Mais bon, qui a abandonné à cause des vibrations trop importantes causées par le moteur dans ses mains. On rappelle que, effectivement, Adrian Newey avait expliqué avant le Grand Prix d'Australie que le moteur causait d'importantes vibrations dans la voiture, et ce qui pouvait provoquer de graves lésions nerveuses aux mains et aux pieds des pilotes. Et donc c'est visiblement ce dont a été victime Fernando Alonso, puisque c'est la cause, le motif de son abandon. Oui, non, bien sûr que c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il n'y a pas de performance, elle est dangereuse pour ses propres pilotes, cette voiture. Donc ouais, on ne sait pas où Aston Martin va aller. Bon, visiblement, ils se sont quand même un petit peu plus rapprochés de terminer un Grand Prix, puisque Alonso a abandonné à une quinzaine de tours de l'arrivée. Donc pas si loin finalement de l'arrivée. et encore, il s'arrête vraiment parce que c'est son corps qui dit stop. Parce C'est qu'à ça. ce moment-là, ça devient trop dangereux. Et on sait qu'Alonso c'est un guerrier pourtant. Donc non, franchement, Aston Martin, ça va se battre avec Cadillac pour ne pas être la dernière écurie, quoi. C'est très inquiétant, et ça fait de la peine pour Fernando Alonso qui croyait tellement en ce projet. C'est le dernier grand défi de sa carrière en Formule 1. Il y croyait dur comme fer. Il avait enfin une voiture conçue par Adrian Newey, et malheureusement, c'est un fiasco. Point rapidement, Quentin, sur les autres faits de cette course. On a un Carlos Sainz qui termine P9 malgré tout, malgré on va dire le tracteur, parce qu'il est énormément en surpoids, cette monoplace Williams. La P9 du coup de Carlos Sainz avec ses 2 points marqués. Alors, est-ce qu'en conditions normales, mais, il aurait pu y arriver, on n'en saura jamais rien, mais le fait est qu'il parvient à décrocher ces 2 points. Parce que notamment, il y a ces 4 non-départs dans la course, avec notamment les 2 McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris n'ont pas pris le départ du Grand Prix, tout comme Gabriel Bortoleto pour Audi et Alexander Albon chez Williams. Est-ce que tu as une petite remarque à faire sur ce constat, sur ces différents faits, pardon, Quentin? Très clairement, je pense que les très bons résultats de beaucoup de pilotes, en deuxième partie dans les points, on va dire ça, dans les meilleurs des autres, sont en partie dus à tous ces abandons. Je pense aux 2 McLaren absentes. Tu prends Oli Berman 5e, la probabilité pour qu'ils finissent devant les McLaren était assez faible, ça fait déjà 7. C'est très bien, mais un peu plus insuffisant. On va garder dans un coin de la tête, toujours pas mal de problèmes de fiabilité, les voitures qui ne prennent carrément pas le départ de la course. J'ai l'impression que ça s'intensifie. On est chaque week-end maintenant sur le Grand Prix à 5 abandons minimum. C'est assez foudroyant quand même, sans jeu de mots avec leur électricité naissante. Oh, Maintenant, il est bon. Ouais, ça fait quand même plaisir de voir Sainz qui peut amener sa voiture dans les bonnes places. Ça doit faire du bien mentalement aussi à cette équipe qui est en difficulté, même sans comparaison avec Aston Martin.
C'est une équipe qui va avoir besoin d'être très soudée prochainement pour sortir la tête de l'eau. Tu fais très bien de le dire, ça va leur faire du bien en effet mentalement parce que tu le dis, ils vont avoir besoin d'être soudés très prochainement. Le prochain rendez-vous c'est au Japon dans moins de 2 semaines, du 27 au 29 mars pardon. Rendez-vous là-bas donc pour Williams qui aura a priori toujours cette monoplace en excès de poids et on verra comment ils arriveront justement, eux on parlait de développement, à tirer le meilleur de la monoplace sur la saison. Japon qui sera le dernier Grand Prix avant une trêve de plus d'un mois. Hein. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas évoqué du tout, mais les 2 Grands Prix Oui. donc de Bahreïn et d'Arabie Saoudite qui ont été annulés ou reportés. On n'a pas pour l'instant l'info exacte, puisqu'ils ont dit dans le communiqué que les Grands Prix n'auront pas lieu à cette date-là. Ils se sont bien gardés d'utiliser le mot annulé. Donc, voilà, parce qu'en MotoGP, ce sont des Grands Prix qui ont été donc décalés. Ça sent les clauses contractuelles à voilà, plein, en Formule 1, on n'a pas encore la réponse. Annulation, on va utiliser ce terme-là, pardon. Annulation, somme toute logique au vu du contexte actuel au Moyen-Orient. Donc en effet, en F1, dans le microcosme de la F1, ça ferait une petite pause de 30 jours, d'un mois tout pile pour les Grands Prix. Donc je le disais, au prochain rendez-vous donc au Japon du 27 au 29 mars. Et puis on va faire un petit point du coup sur les classements, Baptiste, avec toi, parce que du coup, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que cette victoire de Kimi Antonelli offre au pilote italien? Eh bien, il lui offre la deuxième place du classement, mais c'est George Russell, son coéquipier, qui est toujours donc leader du classement du championnat du monde avec 51 points. Kimi Antonelli est deuxième avec 4 petits points de retard sur Russell, 47 points donc pour l'Italien. Charles Leclerc est troisième avec 34 points, avec Lewis Hamilton, son coéquipier chez Ferrari, juste derrière à 33 points. Oli Biermann, on l'a dit, il a fait une excellente performance avec sa cinquième place et il est justement cinquième du classement avec 17 points. Lando Norris, malgré son DNS, est sixième avec 15 points. Pierre Gasly est septième avec 9 points. Suivent Max Verstappen, Liam Lawson et Arvid Lindblad pour compléter le top 10. Nos deux autres Français, Isaac Hadjar et Esteban Ocon, eh bien Hadjar il est 11e avec 4 points et Esteban Ocon est 16e et n'a toujours pas marqué le moindre point pour le moment. Du côté des constructeurs, Mercedes est solide leader avec 98 points. Suivent Ferrari avec 67 points. Et il y a un gros gap tout de suite derrière, puisque c'est McLaren qui est 3e avec 18 points. Donc il y a quand même énormément d'écart déjà entre Ferrari 2e et McLaren 3e. Le départ du deuxième Grand Prix, ouais, ils sont quand même 3e. Ce qui est assez fou effectivement. As est 4e avec 17 points, donc un petit point de retard sur McLaren. Red Bull est 5e à égalité de points avec Racing Bulls avec 12 points chacun. Alpine est 7e avec 10 points. Audi et Williams sont respectivement 8e et 9e avec 2 points chacun. Et enfin, on a donc 2 écuries qui n'ont toujours pas marqué de points cette saison. C'est Cadillac et Aston Martin, bien sûr. À voir si l'une des deux arrivera, du coup, durant la saison à marquer des points. J'avoue que c'est ma take de la saison. Je pense qu'on verra Cadillac marquer au moins un point durant la saison. Et avant Aston Martin. Alors ça, j'en sais rien. Mais j'aime à croire que Cadillac ne finira pas la saison avec la bulle au compteur. Bien, merci beaucoup messieurs, on va se retrouver du coup d'ici 2 semaines pour débriefer ensemble le Grand Prix du Japon. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite. Ciao. Ciao. Ciao, gros bisous.